psychanalyse, on définit la voix comme un objet pulsionnel. Et au fond, la pulsion invocante vient entourer la voix perdue pour essayer de la récupérer et de la mettre en jeu. Et quand je vous voyais, je me disais, bon, ce dispositif met en jeu d'un côté la voix et de l'autre côté le regard. Pas seulement le regard parce qu'il y a des images et qu'il y a des images de synthèse qui les composent, mais vraiment le regard aussi comme un objet pulsionnel, n'est-ce pas, que la pulsion scopique va récupérer. Et j'étais très intrigué par votre regard parce qu'en fait, il est très présent. On pourrait même se dire que par moments, toutes les images qui apparaissent pour illustrer le geste viennent peut-être faire perdre cette extraordinaire présence du regard qui est presque une chorégraphie du regard. Pour moi, il y a deux objets en jeu, l'objet voix et l'objet regard. Votre geste vraiment donne corps à l'espace, parce que c'est comme s'il y avait de la résistance là, quand vous faites ça. Et aussi, ça donne un son à l'espace, mais c'est vraiment étonnant pour moi comme expérience. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la résistance de l'air, il n'y en a pas. Donc, en tant que percussionniste, mon travail, c'est de jouer justement avec la percussion. Donc, percuter un matériau, le bois, le métal, la membrane, voilà. Mais c'est sûr qu'au départ de ce projet, j'ai dû imaginer des instruments virtuels, donc, et imaginer un impact. Et voilà, donc c'est tout un cheminement. C'est quel impact je vais donner. Quand on utilise la Kinect version 2, donc quelque chose qui est fait pour des jeux vidéo, qui est accessible à tout le monde, qui n'est pas très cher. Et il faut dire qu'avec ce genre de caméra, on a toujours un problème, et c'est la latence. En fait, ce qui fait le performeur, jusqu'à arriver dans l'ordinateur, il y a une demi-seconde qui passe, ou même plus. Donc, pour aller contre cette latence et avoir une solution pour ça, on a mélangé deux technologies, donc la Kinect et en plus les accéléromètres, donc qui sont là dans les gants qui portent le performeur. Pour en fait avoir la Kinect, elle nous donne une position absolue dans l'espace du performeur ou de la main qui va déclencher quelque chose, et l'impact du geste sera immédiatement transcrit par les capteurs qui ont presque pas de latence, mais qui ont avec lesquels on peut capturer un déplacement relatif par rapport à un espace où il se trouve déjà. Donc avec les deux, on a un mouvement qui se situe absolument qu'on peut situer absolument dans l'espace. Sans latence. Des capteurs Nefax, c'est comme tout le monde a son smartphone, ils ont la même chose, c'est-à-dire des accéléromètres, gyroscopes et boussole. Donc avec ça, vous pouvez vous voir dans le map et savoir dans quelle direction on est, et jouer aussi avec les portables. Donc maintenant aussi, on peut utiliser les portables aussi pour faire de la musique. Et donc, pour ce projet-là, je n'allais pas mettre deux iPhones sur les mains de Philippe. Donc, c'était plus convenient pour moi et aussi pour le développement informatique de fabriquer moi-même. Donc, c'est des microcontrôleurs très répandus qui s'appellent Arduino. Et donc, voilà, je fabriquais un système sans fil pour ne pas avoir non plus des câbles qui vont aller pour le mouvement, tout ça. Donc, la prochaine étape, c'est à l'IRCAM, ils ont développé de nouveaux capteurs qui se connectent directement et qui n'ont pas besoin là, c'est quand même un peu grand encore. Donc, comme disait Philippe, l'idée, c'est d'utiliser peut-être la nouvelle technologie de l'IRCAM pour miniaturiser, que ce soit moins évident et plus souple aussi au niveau de la connexion et du développement informatique. Ensuite, on a créé un catalogue de gestes. Justement, on parlait avant d'espace, du percussionniste et tout ça. Donc, évidemment, on a démarré avec des gestes qui étaient bien connus pour un percussionniste avant de chercher plus loin. Donc, voilà, le tambour, la batterie, les timbales. Donc, ce sont des instruments qui demandent des techniques différentes et des frappes différentes. Et ça, c'était intéressant pour les traduire en données informatiques, pour après avoir une base de données qu'on pouvait utiliser
et pour assigner certains types de sons à certains types de gestes. Toutes ces données qu'on va capter avec ces instruments, comment on peut les retranscrire dans un espace qui est à chaque fois différent. Donc la profondeur de la scène, la taille de l'écran, les matériels comme les vidéoprojecteurs et tout ça. Du coup, on a travaillé sur un système de calibrage qui fait qu'on peut s'adapter à chaque endroit relativement rapidement par rapport à ce qu'on trouve sur place. On est encore en train de faire des expériences avec ça. En fait, comme c'est par exemple le setup aujourd'hui, il n'est vraiment pas très préférable parce que normalement, maintenant, on sait que on a les meilleurs résultats et un mapping le plus adéquat si la lentille de la caméra elle est le plus proche possible de la lentille du vidéoprojecteur, ce qui est logique. Parce que du coup, de là où vient l'image et de là où l'image sera captée, si ce n'est pas le même endroit, ben, la perspective elle change et tout ça. Et les résultats sont du coup moins adéquats. Donc normalement, on met la Kinect directement sur un vidéoprojecteur. Donc c'est un dispositif audiovisuel. Et dans la partie de recherche artistique et créative, forcément, toutes les questions que vous soulevez font partie des choses à développer. On est au courant, on connaît un petit peu quels sont les différents projets actuels, quelles ont été les questions qui sont posées depuis les années 70, on va dire quelque chose comme ça. Il faut bien, à un moment ou à un autre, trancher. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait du regard, qui était lui aussi, qui avait des problèmes de correspondance peut-être entre l'image et ce qu'on ressentait de l'intensité du performeur. Mais c'est là tout l'intérêt, c'est que nous sommes en place avec un outil qui va nous permettre justement de recueillir l'ensemble des remarques et de faire d'autres propositions. Bien entendu, on a la conscience, par exemple, qu'un chorégraphe ou un metteur en scène compléterait notre équipe et qui nous permettrait de procéder à des recherches justement sur le sens qui se dégage de cet outil audiovisuel. C'est clair que si on met un écran à côté, cet écran, il peut toujours montrer des images qui sont générées par le mouvement. Il y a une dimension de synchronisation, avec un effort de synchronisation, et puis il y a une dimension tout à fait différente, qui est un surgissement synchronique, dans la dimension d'improvisation. Et il me semble que le surgissement synchronique, comme dans la création musicale, peut-être même dans l'interprétation musicale, n'est pas du même ordre que la synchronisation que le dispositif met en place, puisqu'il procède pour rendre lisible comment est-ce qu'on peut dire, la mise en jeu du son et de l'image. Il met en jeu une synchronisation. Et je pense qu'il y a un intérêt réel, peut-être c'est la même idée que j'ai posée tout à l'heure avec le regard, c'est quelque chose qui crée un écart. Hein, c'est-à-dire, je me disais, l'expérience de Libet, que au fond est importante en neurosciences, où on voit qu'il y a un décalage et que finalement tout le processus mis en jeu, au fond, procède d'un petit décalage. Et que je me demande comment utiliser ce petit décalage dans le dispositif pour éviter que l'afflux technologique finisse par boucher le décalage. Moi, étant musicien, ce qu'on a cherché aussi, c'est de créer un outil, un instrument de musique virtuelle. Donc forcément, je tiens beaucoup à la synchronisation parce que imaginez un pianiste joue et donc les sons sortent après. Enfin, il n'a pas le contact direct. Il va perdre un peu d'instinct dans ce qu'il va jouer. Alors forcément, il va jouer les accords, on va entendre les sons se superposer. Moi, je vais donner des coups et vous allez avoir justement le fluide qui va continuer ce geste que je viens de faire. Mais moi, en tant qu'instrumentiste, j'ai besoin d'une relation la plus rapide possible avec un son. Oui, je pense que justement la souplesse de cet outil va nous permettre d'un côté d'avoir cette synchronisation qu'on cherche et qu'il cherche comme instrumentiste, que nous on cherche comme musicien. Mais aussi, il y a justement, c'est ce que vous êtes en train de dire, le décalage. Je pense que cette technologie nous permet aussi de jouer avec ce décalage. Et par exemple, dans la pièce que je suis en train de composer, j'enregistre en temps réel tous les mouvements que Philippe a fait. Et je me crée une espèce de base de données de tous ces gestes qu'après je peux rejouer
bon, c'est voilà, un décalage très concret, mais que je peux rejouer d'une façon plus vite, à la même vitesse et avec d'autres types de synthèse. Donc je pense que aussi avec les images, on peut jouer pas mal. Et lui, l'a aussi déjà fait. À la fin, on voit que tous les mouvements qui avaient été faits par Philippe sont repris par l'image. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres subtilités dans lesquelles on va avancer. Mais voilà, c'est une première étape. Et je pense que vos remarques sont très, très intéressantes. Ouais, en fait, je pense que ce qui est intéressant au niveau du dispositif, c'est qu'au moment où on démarre la pièce, c'est vide, il n'y a rien du tout. Il faut que quelque chose agisse pour remplir ça. Et c'est vrai que aussi, on a travaillé dans la vidéo aussi beaucoup avec le décalage temporel. Dans un premier tableau où ça arrive, c'est un décalage très très petit. Et ce décalage, il augmente de plus en plus. Mais avec cette matière-là, on travaille à partir du moment où elle est existante. Je pense que ce qui est dit ici, c'est que vous êtes dans un projet d'une richesse potentielle d'autant plus incroyable que vous y associez non seulement le son, mais le visuel, et que probablement les modalités justement, de décalage dont parlait François, respectivement les modalités de passage entre le réel et le virtuel, entre les deux dimensions, ne sont pas exactement la même chose. Comme instrumentiste, je comprends très très bien ce que vous dites, Philippe, c'est-à-dire que rien de plus insupportable pour un organisme, par exemple, de pas avoir, d'avoir une espèce d'écho 2 secondes après le moment où on a frappé une touche. Ensuite, évidemment, on peut jouer avec ça, et puis Dieu sait s'il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de déclencher après coup des espèces d'échos ou de transformation d'un mouvement qui a déjà eu lieu physiquement. Probablement, moi je ne suis pas du tout plasticien, mais j'imagine bien que ces modalités sont déjà elles-mêmes différentes dans la performance visuelle. Alors, a fortiori, de vouloir combiner ces deux dimensions, vous arrivez dans un espace certainement très fertile, mais d'une complexité incroyable, où un des premiers enjeux, c'est précisément de le rendre un peu discret, c'est-à-dire de pouvoir retrouver les 88 touches du piano, c'est-à-dire de pouvoir arpenter de manière finie et de manière plus ou moins ordonnée tout ça. Une des difficultés, un des paradoxes, puisqu'on parle des processus créatifs et de l'improvisation, c'est de devoir gérer une complexité technologique qui, au fond, peut provoquer toutes sortes de bugs potentiels, donc il faut éviter les bugs, et en même temps de garder cette espèce de liberté de jaillissement dont il était beaucoup question ce matin. Pour moi, c'est le vrai paradoxe, le vrai défi auquel vous êtes confronté, non ? Oui, tout à fait. Il faut avoir confiance en son instrument. Je veux dire que c'est vrai, si on joue et le son vient après, mais on n'est pas habitué à ça, on perd très vite contact avec ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent. Dans tout ce qui s'est dit, tout le monde rapporte le problème où se place l'auditeur par rapport à ce genre d'œuvre et comment quel est le rapport qu'on va développer justement au silence, au début, à la fin. Et c'est vrai qu'on a besoin de baliser cet espace qui est un territoire vierge, virtuel, mais dans lequel on va pouvoir mettre tout et rien mettre. Finalement, il faut commencer quelque part. Cette première étape, et c'est un peu le propos de ce projet de recherche création, c'est-à-dire qu'on jalonne chaque avancée du projet par des œuvres. Et ces œuvres viennent mettre en lumière les apports, les faiblesses, bien entendu, enfin les failles, on va dire, et les pistes qui vont pouvoir être développées. Donc je pense que dans le propos, pour un compositeur, en tout cas, c'est de savoir ce qu'on va raconter, quel est le projet derrière. Pas uniquement le projet lié à la technologie, mais de savoir ce que cette technologie va pouvoir susciter chez le public, quel est le propos qu'on va pouvoir aller chercher. Alors c'est vrai que la première idée, par exemple, de passer 10 étapes après la mort, c'est un prétexte à développer l'imaginaire et à le confronter à la perception justement du public, de savoir ce qui va se passer.
dans ce qui est abstrait, en général, et très intime dans ce qu'on écoute dans la musique, alors que là, on passe dans l'audiovisuel et on donne déjà son point de vue sur une forme qui était avant pas connue. Donc on est quand même aussi sur le développement d'une forme d'art qui existe depuis les années 70, certes, mais qui laisse beaucoup de place aux créateurs à inventer d'autres formes d'interaction entre nous. Par exemple, pour la création de ces œuvres, ça a vraiment été un travail de collaboration. C'est pas juste le compositeur qui arrive, qui amène sa partition en disant voilà le résultat, faites-moi ça. On n'est pas du tout là dans ce genre de cas de figure. On est vraiment dans un travail d'équipe qui prend en compte l'avancée du projet, les possibilités technologiques, mais aussi la sensibilité et la possibilité de traduire un propos artistique à quatre, par exemple. Voilà. Cette partition, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça commence par ça. Après, je monte la main gauche. J'ai deux impacts, droite, gauche. Je vais à gauche. Et là, j'ai une zone. Je descends, ça déclenche. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas pour les gens qui ne connaissent pas la musique, peut-être c'est difficile, mais je pense qu'un musicien, il comprend très, très facilement la chose. Et on a expérimenté avec les étudiants de la classe de percussion, justement, de Genève. Et il se trouve que je leur ai donné la partition et 5 minutes après, ils l'ont jouée. Juste quelque chose par rapport à ce que vous disiez au fond, de l'émergence d'un répertoire qui doit, pour devenir répertoire et pouvoir se répéter précisément, être doté d'une notation qui soit efficace, puis manifestement elle l'est, et en même temps qui, en émergeant, perfectionne son propre vecteur, son propre instrument, aussi bien, j'en doute, sur le plan technologique que sur le plan esthétique. Enfin, c'est juste une réflexion, c'est assez curieux et assez novateur, je trouve, comme process, parce qu'en l'occurrence, on a non seulement un work in progress, mais un instrument in progress. J'imagine que ça doit être une expérience assez, même dans un courant établi, assez peu courant pour un compositeur ou pour un performeur. On a des compositions aussi work in progress. Voilà, on a aussi c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la corrélation forcément des gens qui ont travaillé sur le geste. Et on a vraiment des spécialistes que sont les chorégraphes, les danseurs, enfin, les gens qui travaillent dans le cirque, par exemple. Pour le compositeur, on était dans des archétypes, des manières de penser le geste. On visualise l'instrumentiste, on ferme les yeux, on voit l'orchestre. Enfin, on a a priori une vision du son projetée par l'instrumentiste. Et là, on se retrouve avec un instrument dans lequel on doit collaborer ensemble pour savoir comment on va projeter ce satané son qui doit sortir de là. Et le fait de le noter, comme on commence à avoir un catalogue de gestes. Et donc, ce catalogue de gestes appelle une réflexion. Cette notation se nourrit d'elle-même finalement, parce que quand on repasse derrière, on se dit bon, mais pourquoi ce geste-là? On aurait pu le faire à l'envers. Et donc la corrélation entre geste et son, ce support de notation, donne cette temporalité de la réflexion, de la musique, de la composition. C'est-à-dire qu'on rentre, et à la fois on a des passages improvisés dans lesquels on rentre dans la matière, mais on a aussi cette capacité, cette possibilité de questionner dans un temps qui est celui de la maturation d'une réflexion d'œuvre. Voilà. Et donc, José Miguel, si tu peux mettre le gant droit, en fait, l'accéléromètre droit.